c'est le début de l'industrie, c'est-à-dire c'est le début des machines. Et comme je le disais tout à l'heure, une machine égale un emploi, puisqu'il faut piloter la machine. Et donc j'ai de plus en plus de machines et donc besoin de plus en plus de gens dans l'industrie. Mais une fois que les produits sortent de la porte de l'usine, il faut les distribuer, il faut les vendre, il faut les financer, il faut compter, il faut les transporter. Tout ça va s'appeler des services. Et puis il faut apprendre aux gens à se servir des machines, etc. Tout ça va s'appeler des services. Les services n'ont jamais été autre chose que quelque chose d'assis sur la couche physique sous-jacente qui s'appelle l'industrie. Virer l'industrie, il n'y a plus de services. Virer l'industrie et la construction, vous n'avez plus d'amphi, vous n'avez plus d'ordinateurs, vous n'avez plus les bancs, vous n'avez plus les chaises, vous n'avez plus les moyens de transport qui vous permettent de venir ici, il n'y a plus l'école des ponts. D'accord? Donc, les services ne sont pas détachés de l'industrie et ils peuvent vivre leur vie de manière autonome. Ça n'existe pas. Les services, c'est une exploitation de la couche physique sous-jacente qui est dans l'industrie. Et puis arrivent les chocs pétroliers. Alors qu'est-ce qui se passe au moment des chocs pétroliers? La quantité d'énergie disponible par personne s'arrête de croître en Occident. Mais la taille unitaire des machines, elle continue d'augmenter. J'ai pas plus d'énergie par personne, mais une taille unitaire de machine qui augmente. Traduction logique, j'ai besoin de moins en moins de gens pour piloter ces machines. Donc la production industrielle après 1974 continue d'augmenter. Mais elle est faite par des machines dont la taille va se mettre à augmenter plus vite que la production globale. Et donc l'emploi dans l'industrie va se mettre à baisser. Et ce phénomène s'observe partout dans les pays industrialisés, absolument partout. Il n'empêche que la production industrielle continue d'augmenter et donc les services que j'ai à la suite continuent d'augmenter aussi. Mais tout ça n'est plus suffisant à partir des chocs pétroliers. Et je vois aussi apparaître une catégorie qui n'existait pas avant, c'est-à-dire les gens à qui je n'ai rien, je n'ai pas de machine à donner, à piloter. Dit autrement, je suis désormais tellement productif par actif à cause de toutes ces machines après les chocs pétroliers, et le monde commence déjà à me mettre un peu à l'étroit, et j'ai plus les moyens de donner un emploi, c'est-à-dire un pilotage de machine, à chaque personne qui a envie de bosser. Le chômage était de 3%, 2 à 3% de la population active avant les chocs pétroliers. Il n'y est évidemment jamais revenu. Alors ça, c'est la version dynamique. Je vais vous en donner une version statique tout de suite. Vous avez ici un nuage de points qui est fait avec, pour chaque pays qui est représenté sur ce nuage, donc il doit y avoir, je ne sais pas quoi, 150 pays là-dedans, en abscisse, la quantité d'énergie consommée par personne et en ordonnée, la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Et tout ça concerne l'année 2011. Et vous voyez qu'en gros, vous avez une relation en 1 sur X. Dis-moi combien il y a d'énergie par personne dans ton pays, je te dirai quelle est la fraction d'agriculteurs. Ça marche extrêmement bien. J'ai donc mis des machines à la place des agriculteurs, donc j'ai vidé les campagnes. J'ai créé des industries et des services, tout ça se passe dans les villes, les services en particulier, parce que les services incluent énormément d'échanges et les échanges sont plus efficaces quand les gens sont tassés par mètre carré. Plus vous avez de gens par mètre carré, plus la densité d'échange est importante et donc plus les services sont efficaces. Vous avez un peu distendu les villes parce qu'en mettant une voiture par personne, encore de l'énergie, vous avez les moyens en 1 heure de temps de parcourir une distance plus grande que si vous êtes à pied. Donc vous pouvez conserver le tissu d'échange qui est le fait de la ville, tout en l'étalant. Et nous avons donc créé dans tous les pays occidentaux, je dis bien tous les pays occidentaux, le même paysage, le même aménagement du territoire, des campagnes vidées au profit des tracteurs et des gens qui se mettent à bosser dans l'industrie et les services concentrés dans les villes. L'aménagement du territoire, c'est de l'industrie, la structure sociale, c'est de l'industrie. C'est de l'énergie, pardon. L'aménagement, c'est de l'énergie, et la structure sociale, c'est de l'énergie. Et la macroéconomie, c'est de l'énergie aussi. Donc je vais vous dire tout de suite que ce que va vous raconter votre prof d'économie, si vous en avez un, je suis désolé, je vais oser, c'est bullshit. Et je vous le dis tout de suite. Vous avez ici la représentation conventionnelle dans l'économie que j'ai apprise à l'école de la manière dont le système se présente. Donc vous avez du capital et du travail comme facteur de production, et puis à la sortie vous avez une production. Et si la production flagadouille et qu'on n'arrive pas à payer les retraites, eh bien on botte le cul des gens qui ne travaillent pas, donc on augmente l'offre de travail, on baisse le SMIC, etc. Et on dit aux banquiers d'arrêter de jouer au casino avec leur pognon et de financer l'économie réelle. Et donc le PIB repart. Vous êtes d'accord? Bah, manque de peau, ça ne marche pas. C'est ce qu'on essaye de faire partout dans les pays occidentaux depuis 2007, c'est-à-dire depuis le moment où l'approvisionnement énergétique de l'OCDE est passé par un maximum. Ça ne marche nulle part, le PIB ne repart pas, et quand il repart, c'est que des bulles spéculatives.
qui est en train de se passer en ce moment avec une inflation de dette absolument colossale. Et la seule question, c'est de savoir à quand sera le prochain crack. Et tout ça ne marche pas tout simplement parce que ce n'est pas la bonne représentation du système. La bonne représentation du système, elle est très simple. La voici. Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est une machine à transformer des ressources. Mettez une usine à faire des bouteilles en verre au milieu du vide intersidéral, sans approvisionnement en gaz et sans approvisionnement en sable, elle ne fait pas de bouteilles en verre. Mettez un bateau de pêche sur la mer, sans poissons à pêcher et sans gasoil dans la cuve du bateau, vous ne pêchez rien du tout. Donc ce qu'il faut pour que l'économie fonctionne, c'est que vous ayez des ressources à transformer, et notre système productif n'est qu'une immense machine à transformer des ressources. Tout ce que vous avez dans cette salle, tout ce que vous verrez du début de la journée à la fin, tout ce que vous verrez de votre naissance à votre mort, ça n'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées ou non par notre activité. C'est rien d'autre que ça. Sauf que, il y a 2 siècles, il y a des petits malins, à juste titre à l'époque, qui ont dit les ressources, on s'en occupe pas, c'est gratuit. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce qu'il y a 2 siècles, il y a moins d'1 milliard de bonshommes, la productivité par personne est 50 à 100 fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, donc le stock est immense au regard de nos possibilités de transformation d'une petite partie du stock, et vous savez que si le stock est infini, en première approximation, delta stock est nul, et on ne va quand même pas s'emmerder à trimballer partout comme le savant cosinus d égale 0 dans nos équations, donc on oublie le stock. 2 siècles après, les ordres de grandeur ont changé d'un facteur 10, 100 000, 1 million parfois. On oublie toujours le stock. Et c'est emmerdant parce que là, delta stock est plus du tout nul, du tout. Et dans la transformation des ressources, notre pauvre carcasse compte pour 1, pendant que les machines qui mangent de l'énergie comptent pour 200. C'est le rapport de 1 à 200 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors une fois que vous avez cette représentation avec les mains, tout devient très clair. Si vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'aurez pas assez de production, même si les banquiers sont sympas, même si les gens se lèvent le matin, et même si vous avez plein de ressources. C'est aussi con que ça. Très accessoirement, si vous manquez de ressources, vous aurez aussi un problème sur la production. Donc ça, c'est une théorie très très simple, et vous allez voir qu'elle colle très très bien avec les données qui s'observent. Vous avez ici le PIB mondial, reconstitué depuis l'an 0. Alors pendant 1000 ans, pas de promesse électorale sur la croissance à faire, il n'y a pas de croissance. Ça simplifie quand même assez le problème. Il n'y a pas besoin de promettre la Lune, puisque personne ne s'attend à avoir la Lune. Jusqu'au début de la révolution industrielle, il y en a, mais enfin, il faut un microscope avec l'échelle de cette courbe pour la voir. 0, vraiment pas grand-chose. Donc, en première approximation, il n'y a toujours pas de croissance. Et puis arrivent les combustibles fossiles, et crac, 3% par an. C'est merveilleux. C'est merveilleux. À Disneyland, juste à côté d'ici, ils ne font même pas pareil. Malgré tous les magiciens issus des dessins animés de Disney. 3% par an, merveilleux. Bon, question. Qui d'entre vous est prêt à parier la totalité de ses économies sur le fait que ça va durer encore quelques dizaines d'années? Je suis étonné que les journalistes ne posent jamais cette question aux politiques quand ils les interviewent. Quand ils leur disent, vous savez, voilà ce que je vais obtenir. Le premier truc que je lui dirais, c'est est-ce que vous êtes prêt à parier votre pognon là-dessus? Bon. Il manque de malice. Vous voyez, donc début des combustibles fossiles, plus 3% par an. Alors ça marche de cette manière, mais ça marche d'une autre manière. Vous avez ici, depuis 1965, en vert, la variation de la quantité annuelle d'énergie consommée dans le monde, en bleu, la variation du PIB mondial. Donne-moi l'un, je te donne l'autre, et réciproquement. Alors vous voyez que de temps en temps, les deux s'écartent un tout petit peu, et c'est notamment le cas là. Et bien, si vous regardez attentivement cette courbe, les autres fois où ça s'est produit, en général, ça a précédé de pas beaucoup une plongée vers le bas. Parce qu'une des manières de faire du PIB dématérialisé, c'est-à-dire sans énergie, c'est de faire des bulles spéculatives. Quand le prix de l'immobilier double, ça vous augmente mécaniquement le PIB parce que ça vous augmente la production de crédit, ça vous augmente les commissions d'agence, ça vous augmente les impôts locaux au moment des transactions, ça vous augmente tout un tas de trucs comme ça. Vous n'avez pas 1 kWh d'énergie en plus qui soit mobilisé. Par contre, ça vous crée des bulles spéculatives et ça vous crée de la dette. Et ça, c'est des équilibres instables et à un moment, ça finit par dégonfler rapidement. C'est très exactement ce qui se constate depuis 2007. Depuis 2007, la dette fédérale des États-Unis a doublé, quasiment. La dette publique anglaise a doublé. Enfin, je veux dire, tous les pays très fortement financiarisés ont vu leur dette exploser. Et sauf à inventer la dette perpétuelle, à un moment, il faudra bien dire qu'on ne la rembourse pas. Alors les Grecs, ils ont commencé à s'y coller. C'est 1% du PIB européen. Quand ça sera les suivants, ça fera un peu plus mal. Donc c'est des processus qui sont instables. Donc il y aura une correction vers le bas à un moment.
c'est absolument évident pour moi. Et voilà le meilleur modèle macroéconomique du monde, qui s'appelle une droite. Vous voyez, j'ai mis en abscisse, je l'ai fait candidement, hein. Ça c'est un graphique que j'ai fait pour la première fois il y a 5 ans, je ne m'attendais pas du tout à trouver ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment candidement pris la quantité d'énergie consommée dans le monde depuis 65, en ordonnée j'ai mis le PIB déflaté dans le monde depuis 2065 et je suis tombé là-dessus. Voilà. Donc le meilleur modèle macroéconomique dans le monde, ça s'appelle une droite. D'accord ? Donne-moi l'énergie, je te donnerai le PIB. Voilà donc ce que je vous raconte depuis 50 minutes. Je vais un peu accélérer maintenant, je suis désolé. On a des stocks de ressources naturelles de toute nature, dont des stocks de combustibles fossiles. Tout ça est gratuit, la totalité est gratuite. Je vous rappelle que par convention, toutes les ressources naturelles sont gratuites. Tout. Hein. Ça brûle et ça nous permet d'avoir les moteurs et la chimie, c'est-à-dire que ça accélère par transformation des autres ressources la totalité des biens transformés qu'on peut avoir à notre disposition. Là-dessus, on a bâti une structure sociale que chacun, quand il descend dans la rue, considère acquise pour l'éternité, qui est la structure actuelle des métiers, la croissance à gogo, les loisirs, les machins, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Et la contrepartie économique de ce truc-là s'appelle le PIB. Je vous rappelle que le PIB, c'est la transformation. Hein. Le PIB, c'est un empilement de ce qu'on appelle des valeurs ajoutées. Et une valeur ajoutée, vous avez ça chez un agent économique quand vous avez de la transformation entre ce qui rentre et ce qui sort. Ce qui sort normalement, si vous ne faites pas faillite, vaut plus cher que ce qui rentre. Et la différence entre les deux s'appelle la valeur ajoutée. 2 questions. La première dont vous a parlé Valérie Masson-Delmotte. Combien de temps est-ce qu'on peut jouer à ce petit jeu-là sans que le système climatique n'engendre une déstabilisation telle que ça perturbera le processus qui en est à l'origine? Dit autrement, nous. Donc ça contractera la taille de l'humanité, l'espérance de vie, etc. Question A. Question B, que je rajoute. Combien de temps est-ce qu'on peut jouer à ce petit jeu-là avec les stocks donnés une fois pour toutes qui sont à notre disposition? Pour des raisons qui tiennent à la manière dont fonctionnent les médias, j'y reviendrai au moment des questions parce que je ne vais pas me lancer là-dedans tout de suite, il se trouve que le premier sujet, celui du bas, est déjà en train d'appliquer ses effets depuis les chocs pétroliers sans qu'on s'en rende compte, alors que le sujet du haut commence seulement à appliquer ses effets maintenant, sans qu'on s'en rende compte aussi du reste, parce que pour moi, le printemps arabe et Daesh trouvent ses racines pour partie dans un problème de changement climatique. Et là aussi, j'y reviendrai s'il y a des questions. Donc, juste on ne comprend pas. Mais c'est ça les 2 questions. Alors, je vais commencer par celle du bas. Je vous rappelle que quand on tape dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, les maths interdisent que l'extraction annuelle en provenance de ce stock soit indéfiniment croissante. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Les maths interdisent même que l'extraction annuelle en provenance de ce stock soit indéfiniment constante. Et en fait, il y a un théorème, je crois que c'est une variante du théorème de Rolle, enfin je sais le démontrer, mais je ne me rappelle plus de son nom, qui vous dit que si vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, eh bien l'extraction annuelle de ce stock est nécessairement nulle à moins l'infini, nulle à plus l'infini, et passe par un maximum entre les deux. L'extraction cumulée, c'est-à-dire l'intégrale de la courbe, est au plus la valeur du stock de départ. Donc quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, vous aurez un pic à l'extraction annuelle. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est des maths. Et là aussi, toute théorie politique ou sociale qui viole un théorème de maths fera faillite, exactement de la même manière que ce que j'ai dit tout à l'heure pour la loi de conservation et la règle de 3. Donc vous aurez, où il est déjà passé, un pic à l'extraction annuelle du minerai de cuivre, de la bauxite, des diamants, du platine, de l'or, du rudénium, de tout ce que vous voulez, des oxydes de bidouillium divers et variés, et évidemment du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium, just name it, vous aurez un pic. Tout passera par un pic. En ce qui concerne le pétrole, la seule question, c'est est-ce qu'il est déjà passé ou est-ce qu'il est devant nous? Et la réponse courte, c'est on est dessus. On y est là. Alors en fait, ce n'est pas un pic exact, c'est plutôt le mont Aiguille, c'est un plateau zigzagant, je vais vous montrer. Alors vous savez, quand on est au pic, la dérivée s'annule. Avant le pic, la dérivée est positive, au pic, la dérivée s'annule. Alors regardons la dérivée. Vous avez ici la dérivée en ce qui concerne l'extraction mondiale de pétrole, ou plus exactement la variation lissée sur 10 ans de l'extraction de pétrole dans le monde. À l'époque où nous disposions d'une technologie qui ferait honte aux gens qui sortent de cette école, eh bien, la croissance de la production mondiale de pétrole était de 15% par an.
puis sont venus des ingénieurs des ponts un peu plus qualifiés, et la croissance est descendue à 10% par an. Puis sont venus des ingénieurs des ponts et du reste, allez, je vais être sympa, encore plus qualifiés, et c'est descendu à 5. Puis sont venus des ingénieurs extrêmement qualifiés et l'aide de la réserve fédérale américaine, et on n'est pas loin de 0. À chaque fois, la nouvelle technologie n'a pas été un moyen de faire mieux, ça a été une réponse à la baisse. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les pétroliers ont augmenté par un facteur 6 ou 5 leurs investissements sur les 8 dernières années dans l'amont pétrolier. C'est juste parce que c'est devenu nécessaire pour aller chercher du pétrole. S'ils pouvaient dépenser beaucoup moins, ils seraient très contents. Hein. Et dépenser beaucoup moins, ça veut dire en particulier qu'ils ne construiraient pas ces trucs compliqués. Il faut savoir que gaz et pétrole de Rochemer, ce qu'on appelle dans la presse gaz et pétrole de schiste, sont connus depuis 2 siècles. La première exploitation commerciale de gaz aux États-Unis, c'était du gaz de schiste à Fredonia, sur la côte Est, en 1826, si ma mémoire est bonne, ou 1824. Je confonds toujours avec la découverte de l'effet de serre. Mais en gros, c'est dans ces années-là. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien. Et le gaz de schiste, c'est back to the future. C'est-à-dire que j'ai exploité un truc qui était beaucoup plus commode que les gaz et pétrole de Rochemer, qui s'appelle les gisements conventionnels. Puis il y en a de moins en moins. Donc, je me mets à retaper dans des trucs que je connaissais, mais qui sont de moins bonne qualité. Hein, c'est ça, le processus des gaz et pétrole de schiste. Voilà à quoi ressemble la production mondiale de ce qu'on appelle les liquides. Je ne vais pas m'éterniser sur la définition, ce n'est pas juste du pétrole. Voilà où nous sommes. Donc, bon, on y est quoi. La question que tout le monde se pose, c'est combien ça va coûter? Ma réponse, c'est on s'en fout, ce n'est pas la question. D'abord, ce n'est pas la question parce que personne n'est capable de faire un pronostic. Vous avez ici, alors là aussi, un truc auquel je vous conseille de vous livrer toute votre carrière durant, c'est quand des gens font des pronostics depuis 20 ans, regardez sur les 20 dernières années comment est-ce que leurs pronostics des années successives se comparent à ce qui s'est vraiment passé. Et quand vous avez ce genre de trucs, arrêtez de les écouter. Donc en rouge, ce que vous avez, c'est ce qu'a vraiment donné le prix du baril de pétrole sur ce qu'on appelle les marchés, donc le prix du baril de pétrole, depuis 1985. Et tous les traits de couleur, c'est les pronostics qui ont été faits par l'Agence internationale de l'énergie sur la manière dont devait évoluer le prix du pétrole. Bon, bah moi, si j'ai un responsable marketing dans ma boîte qui me fait ce genre de prévision sur mes ventes ou sur les prix, je peux vous dire que je le fous à la porte tout de suite. Hein. Deuxième raison pour laquelle le prix, on s'en fout, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le prix et les quantités. Ah, mais mon prof d'économie, non, il n'y a pas de lien entre les prix et les quantités. Il n'y a pas de lien entre le prix et la quantité. Vous avez toujours entendu, en économie, s'il y en a plus, c'est moins cher. Et dire, ça marche. Des fois, et des fois, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une loi. Vous savez qu'une loi n'est plus une loi si elle a au moins une exception. Eh bien, le rapport entre les prix et les volumes souffre énormément d'exceptions dans le monde, et le pétrole en est une remarquable. Entre 1920 et 1973, le volume de pétrole consommé dans le monde a été multiplié par plus de 20, le prix est resté constant. Il n'y a pas vraiment d'élasticité prix-volume. Après les chocs pétroliers, pendant une grosse dizaine d'années, le prix a fait n'importe quoi avec un volume qui est resté quasi constant. Puis, de nouveau, le prix s'est mis à osciller autour de 30 $ constant le baril, alors que la quantité consommée augmentait de 25%. Puis, depuis le début des années 2000, la quantité consommée varie très peu, avec un prix qui fait absolument n'importe quoi. En fait, la seule chose, là aussi j'y reviendrai s'il y a des questions, qu'on est capable de théoriser, à mon avis, en ce qui concerne le pétrole, c'est que quand la quantité disponible devient contrainte, le prix devient oscillant. Donc si on laisse faire le marché pour que les gens économisent du pétrole en période de pétrole contraint, vous n'aurez pas le signal prix parce que le prix fera n'importe quoi. Mon travail descendra, et mon travail descendra, etc. Et je fais partie des gens qui n'ont jamais affirmé que quand le pétrole deviendrait contraint, son prix allait augmenter indéfiniment. Je n'y ai jamais cru. Et j'ai toujours cru que le prix deviendrait oscillant. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment avec le baril qui redescend à 40 $, parfaitement normal pour moi. Puis ça va remonter, puis ça va redescendre, etc. Il n'y a pas plus de lien entre le prix du pétrole et le PIB mondial. S'il y avait un lien entre les deux, si je fais un graphique en mettant en abscisse le prix du baril de pétrole et en ordonnée le PIB mondial, eh bien mes nuages de points devraient s'organiser le long de quelque chose qui ressemble à une hyperbole. Donc quand le baril augmente, le PIB baisse, et quand le baril diminue, le PIB augmente. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le PIB peut augmenter avec un prix du pétrole qui baisse, il peut augmenter avec un prix du pétrole qui monte, il peut augmenter avec un prix du pétrole qui baisse, il peut augmenter avec un prix du pétrole qui monte, et il peut augmenter avec un prix du pétrole qui baisse. Il n'y a aucun lien entre le PIB mondial et le prix du pétrole. Aucun. Aucun. C'est un jeu à somme nulle. Si le prix du pétrole augmente, eh ben les producteurs s'en mettent plein les poches et les consommateurs souffrent, point.
et après le Qatar nous achète le PSG, les galeries Farfouillettes, et tout va bien. Il n'y a pas de lien. Par contre, pour les importateurs, là ça fait une petite différence. Les importateurs, évidemment, payent plus cher quand le pétrole vaut plus cher. Ça, on est bien d'accord. Ce qui compte en ce qui concerne le pétrole, à nouveau, c'est le volume. Vous avez ici un graphique qui vous donne depuis 1965, en fait c'est 1968 parce que c'est une moyenne glissante sur 3 ans, la variation de la production mondiale de pétrole, donc pas le prix, la production en rouge, et la variation du PIB par personne en bleu. Eh bien, ce que vous constatez, c'est que depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire depuis le moment où le pétrole est devenu contraint, les chocs pétroliers, c'est le moment où la production mondiale s'arrête de croître de 10% par an et passe à 1% par an de croissance. 2005, c'est le moment où elle passe de 1% par an de croissance à 0. 0. Depuis 2005, la production mondiale de pétrole n'augmente plus, nonobstant le miracle du pétrole de schiste américain. Donc ça veut dire que ça monte aux États-Unis, ça descend partout ailleurs. Eh bien, vous voyez que depuis cette époque-là, le PIB par personne évolue exactement comme la production en volume de pétrole, et non seulement il évolue comme elle, mais il évolue quand même avec retard. Vous voyez que le rouge précède le bleu dans ces courbes, ce qui est une manière de dire qu'on ne consomme pas plus de pétrole parce qu'il y a de la croissance, c'est parce qu'on a plus de pétrole qu'il y a de la croissance. Et on en revient à mon petit graphique de tout à l'heure. Et la raison à cela est très simple. Le pétrole, c'est les échanges. Les échanges sont indispensables à l'activité économique. Vous n'avez plus aujourd'hui un acteur économique qui assure la totalité des transformations et de la commercialisation sans déplacement. Un acteur économique n'est que le maillon d'une vaste chaîne. Entre les maillons, il faut transporter. Moins de pétrole, moins de transport, moins de PIB. C'est recta. Parlons du pétrole dans la zone OCDE. Eh bien, vous voyez qu'il est passé par un maximum en 2006, 2 ans avant Lehman Brothers. 2 ans avant Lehman Brothers. Le prix de l'immobilier aux États-Unis a commencé à baisser à la fin de l'année 2006, c'est-à-dire que le déclencheur de la crise, qui fait lui-même suite, le déclencheur financier de la crise, démarre en 2006. Le déclencheur physique de la crise démarre en 2005. La production mondiale de pétrole s'arrête de croître. L'approvisionnement pétrolier des pays de l'OCDE commence à être contraint à la baisse. C'est particulièrement sensible en Europe. Vous avez ici l'approvisionnement européen en pétrole. En rose, ce qui vient de la mer du Nord. En vert, ce qui est importé. Et vous voyez que depuis 2006, nous avons perdu 18% du pétrole en Europe. Pas parce que M. Borloo l'a souhaité. On n'a rien souhaité du tout dans cette histoire. C'est parce que c'est contraint. Et ça va continuer. Ça va continuer. C'est pareil pour le gaz. Depuis 2005, l'approvisionnement en gaz de l'Europe a perdu 20%. Là-dedans, vous avez des variations annuelles à cause du chauffage, mais peu importe. Vous voyez que la mer du Nord a entamé son déclin en 2005. Et ici, vous avez pour mémoire un potentiel du shale gaz tel que je l'estime en Europe, si tant est qu'on décide d'y aller, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée, mais de toute façon, même si on y va, ce n'est pas un game changer rapide. Et vous avez ici l'approvisionnement européen total en énergie, qui est passé par un maximum en 2006. Et vous voyez ce que valent les nouvelles renouvelables dans cette histoire, en violet, dans lequel on a mis à date des centaines de milliards d'euros. Il y a bien des centaines de milliards d'euros. Rien que l'Allemagne en a mis 350. Des centaines de milliards d'euros. Ça ne change pas grand-chose. Ceci allant avec cela, voilà comment évolue la production industrielle de la France. Alors c'est parce que nos politiques sont nulles, donc on a viré Montebourg et ça va mieux. Alors voilà comment ça se passe chez les Anglais. Voilà comment ça se passe chez les Danois, voilà comment ça se passe chez les Suédois, voilà comment ça se passe chez les Finlandais, voilà comment ça se passe chez les Allemands. Alors, les Allemands, ça c'est les champions du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont 200 milliards par an d'exportation, mais tous les pays de la Terre ne peuvent pas être exportateurs nets. Donc en fait, la croissance industrielle de l'Allemagne se fait juste au détriment de la décroissance industrielle des autres pays, puis point, quoi. C'est aussi con que ça. Vous avez ici ce qui se passe pour l'Espagne, et vous avez ici ce qui se passe pour l'Italie, et vous avez ici ce qui se passe pour l'Union européenne. J'aurais pu vous montrer le Japon, c'est pareil, et même les États-Unis sont juste revenus au niveau de production industrielle qu'ils avaient en 2007. Même les États-Unis. Et ceci allant avec cela, voilà comment évolue le PIB dans la zone européenne. Donc ici, vous avez la croissance annuelle du PIB reportée sur les 55 dernières années, depuis 1960. Et si vous faites une courbe de tendance sur cette croissance, vous voyez que la croissance diminue. C'est normal. Toutes les extractions de ressources naturelles ne peuvent pas croître de plus en plus au fil des ans. Et donc le PIB, qui n'est que la contrepartie monétaire de la transformation de ces ressources, ne peut pas croître indéfiniment. Vous connaissez cette blague, c'est Galbraith, je crois, qui disait « Si vous croisez quelqu'un qui croit à la croissance infinie dans un monde fini, c'est un fou ou un économiste. » Et les économistes ont la seule théorie
Et c'est ça leur gros avantage sur les physiciens. Ils ont la seule théorie dans laquelle il n'y a pas de limite par construction. Les physiciens, ils n'ont pas de peau. Il n'y a que des limites par construction dans les théories qu'ils manipulent. Ils n'ont quand même pas de chance. L'économie, il n'y a pas de limite par construction dans sa théorie. Donc la croissance infinie est à notre portée. Bon, le seul petit bémol, c'est que la théorie n'est pas bonne. Parce que quand vous essayez de prédire ce qui va se passer avec la théorie, ça ne marche pas. Mais bon, c'est sympa quand même. Vous avez ici la même chose sur la zone OCDE, et vous avez ici la même chose sur le monde dans son ensemble. Donc retenez une première chose à l'issue de cette démonstration, c'est que pour des raisons énergétiques, la croissance durable ne reviendra pas dans la zone OCDE, et c'est avec ça que vous allez devoir vivre. Et mon sentiment, c'est qu'il va même y avoir de plus en plus des marges d'escalier dans l'autre sens, et il va falloir vivre avec ça. Hein. Ça va faire partie du cadre dans lequel vous allez devoir fonctionner à l'avenir. Et moi aussi du reste.